Wu. Honorables collègues, nous examinons le projet de loi S-217 à un moment où le système international est en proie à de grandes tensions et surtout à de grandes souffrances humaines en Ukraine en raison de l'invasion de ce pays par la Russie. Il n'est pas surprenant que de nombreux commentaires sur ce projet de loi commencent par la guerre déplorable en Ukraine et utilisent le fait de l'agression russe comme raisonnement. En fait, c'est une sorte de slam dunk pour l'approbation de ce projet de loi. Il y a des arguments pour soutenir ce projet de loi et vous avez tous entendu différentes versions de ce slam dunk, dont les commentaires de mon collègue et ami, le sénateur Kutcher. Mais ce n'est pas un match de basketball et j'ai des réserves quant à la ruée vers le filet. Je pense que ce projet de loi est l'occasion pour nous de réfléchir plus largement au rôle des sanctions et à la manière dont nous devrions élaborer des lois qui résistent à l'épreuve du temps. Je vais commencer avec un point de vue hétérodoxe. C'est que la guerre en Ukraine ne devrait pas être la raison de l'adoption de ce projet de loi. On pourrait en effet faire valoir qu'étant donné que la Russie continue de faire guerre en Ukraine, ce n'est peut-être pas le bon moment pour penser à la réaffectation des actifs russes saisis. Et laissez-moi vous expliquer ma réflexion. Ce projet de loi permet la saisie et la réaffectation des avoirs gelés en vertu de notre régime de sanctions, à savoir la loi sur les mesures économiques spéciales et Magnitsky, ainsi que la loi sur le gel des avoirs des fonctionnaires étrangers corrompus, connue sous le nom FACFOA, qui ne fait pas strictement partie du régime de sanctions, mais qui y est étroitement lié. Il n'y a rien dans le projet de loi S-217 qui n'accroît notre pouvoir de sanctionner la Russie. Toutes les sanctions que nous avons imposées à la Russie depuis le début de la guerre l'ont été en vertu de pouvoirs existants, y compris une série de sanctions supplémentaires qui ont été imposées pendant que nous étions en congé ces 2 dernières semaines. C'est pourquoi nous avons maintenant des centaines de personnes et d'entités russes sur CIMA. Tous les avoirs canadiens de ces personnes et entités sanctionnées sont maintenant gelés. Ils ne peuvent être dépensés, vendus, échangés, mis en gage ou transférés. Ils sont en fait rendus inutiles pour les propriétaires russes de ces biens. S'il y a d'autres actifs au Canada que nous voulons rendre inutiles à leurs propriétaires russes, nous pouvons le faire sans ce projet de loi. Ce que fait S-217, c'est donner au gouverneur en conseil le pouvoir de passer à l'étape suivante en saisissant et en réaffectant les actifs à des fins qui seront proposées par le gouvernement du Canada et approuvées par les tribunaux. En d'autres termes, l'objectif de S-217 n'est pas d'augmenter les sanctions en tant que telles, mais d'assurer la justice, la restitution et une certaine dose de rétribution. Certains diront que la réaffectation des actifs renforce l'effet dissuasif des sanctions, mais ce n'est pas le cas. Tout effet dissuasif sur l'individu sanctionné ou sur un oligarque corrompu a déjà eu lieu grâce à l'action primaire du gel des avoirs. Chers collègues, la justice et la restitution sont des objectifs importants, mais l'objectif d'induire un changement de comportement l'est tout autant. Ce dernier est en fait la motivation classique de l'imposition d'une sanction. Un bien sanctionné qui est gelé peut être restitué si le propriétaire modifie son comportement conformément à l'objectif de la sanction. En revanche, un bien sanctionné qui est réaffecté supprime toute incitation au changement pour le propriétaire. Ce qui nous amène à la Russie et à la raison pour laquelle nous ne devrions pas considérer le projet de loi S-217 comme immédiatement applicable à l'agression de Moscou. S'il fallait choisir entre option A, que les sanctions actuelles contre les oligarques russes aient un effet positif en changeant le cours de la guerre et en réduisant la souffrance humaine en Ukraine, ou B, que les oligarques russes ne soient plus incités à influencer un changement de direction à Moscou, je choisirais la première option à une nanoseconde. On peut s'agacer à l'idée que les oligarques récupèrent des actifs qu'ils ont probablement obtenus par une corruption massive et éventuellement, potentiellement, des violations des droits de la personne. Mais il faut bien comprendre que les récentes sanctions prises à l'encontre de ces oligarques avaient pour but spécifique de les inciter à faire pression sur le président Poutine pour qu'il mette fin à la guerre, et non pour leurs activités antérieures. Je ne sais pas comment pensent les oligarques, mais je dois imaginer que les efforts fébriles de Roman Abramovitch en matière de diplomatie informelle avec ses interlocuteurs ukrainiens ont quelque chose à voir avec les sanctions prises à l'encontre de ces maisons, bateaux, clubs, sociétés et argent liquide.
Cesserait-il ses efforts s'il n'y avait plus aucune chance de récupérer sa fortune gelée? C'est pourquoi je pense que nous devrions réfléchir à S-217, non en termes d'utilité dans la crise ukrainienne, mais en termes plus généraux de ce que nous attendons d'un régime de sanctions. Comme je l'ai laissé entendre précédemment, les sanctions sont imposées pour un ensemble de raisons, y compris la politique intérieure, pour punir les mauvais actes, pour inciter à changer de comportement et pour dissuader les mauvais acteurs potentiels. Le projet S-217 est compatible avec les deux premiers objectifs, mais il va à l'encontre des troisième et quatrième. Pour cette raison, j'ai proposé en commission une série d'amendements qui auraient limité la portée de S-217 à un seul des trois actes mentionnés dans le projet de loi. L'amendement a été rejeté et je ne vais pas le réintroduire en troisième lecture. Mais je tiens à préciser que notre empressement à relier le projet de loi 217 à la guerre en Ukraine nous donne des risques, en fait, de brouiller certains principes importants dans l'utilisation des sanctions et dans la diplomatie. Par exemple, le S-217 s'appliquera à la loi sur le gel des avoirs des fonctionnaires étrangers corrompus, donc FACFOA, même si la FACFOA ne fait pas partie du régime de sanctions. Il s'agit plutôt d'un outil d'entraide juridique entre le Canada et un pays demandeur pour rapatrier, par voie de négociation, des biens obtenus de façon irrégulière par le pays demandeur. Il est inapproprié d'imposer une fonction unilatérale de rapatriement d'avoirs à la FACFOA, qui devrait permettre au Canada de travailler en coopération avec le pays touché. Dans les situations où le pays touché est dirigé par un régime avec lequel le Canada ne peut tout simplement pas travailler, il est préférable, à mon avis, de séquestrer les actifs jusqu'à ce qu'un régime acceptable revienne au pouvoir plutôt que de réaffecter les actifs de façon unilatérale. S-217 s'appliquera également à la loi sur les mesures économiques spéciales qui couvre les sanctions que le Canada a choisi d'imposer à des États, des personnes ou des entités étrangères en dehors d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. La LMES est un outil de politique étrangère canadienne et est généralement utilisé en conjonction avec la diplomatie et d'autres outils d'art politique. En ce sens, l'un des principaux objectifs, mais non exclusifs, des sanctions de cette loi est d'essayer d'induire un changement de comportement. C'est pourquoi il laisse explicitement la possibilité de revenir sur la sanction. Saviez-vous, par exemple, qu'une sanction en vertu de la LMES peut être modifiée ou révoquée par une motion signée par au moins 50 membres de la Chambre des communes et au moins 20 membres du Sénat? Un bien sanctionné en vertu de la LMES, qui serait réaffecté en vertu de l'article S-217, rendrait inutile l'objectif de changement de comportement et, à mon avis, réduirait le nombre d'outils dans notre boîte à outils diplomatique. En revanche, le projet de loi S-217 est bien adapté à la loi Magnitsky, car il s'agit essentiellement de punir les mauvais acteurs. Comme le suggère le titre officiel du projet de loi, l'objectif de Magnitsky est de rétablir, et je cite, la justice pour les victimes de fonctionnaires étrangers corrompus. Fin de la citation. Le changement de comportement ne semble pas être un objectif de Magnitsky. Par conséquent, la loi S-217 n'est pas seulement appropriée pour les biens gelés dans le cadre de la loi Magnitsky, elle est en fait le prolongement logique de cette loi. Dans la mesure où vous êtes d'accord avec mon raisonnement, nous pouvons être rassurés sur le fait que l'inclusion de FACFOA et de la LMES dans S-217, supposons qu'il soit adopté, n'oblige pas le gouvernement en conseil à réaffecter les actifs gelés, mais lui donne seulement la possibilité de le faire. En d'autres termes, sur la question de la réaffectation, S-217 est permissif et non obligatoire. Les partisans de cette approche soutiennent que nous devrions faire confiance au gouvernement en place pour ne pas commettre d'imprudence en saisissant et en réaffectant des actifs qu'ils voudraient mieux laisser geler dans l'espoir de susciter un changement de comportement. Peut-être. Mais d'ores et déjà, nous constatons que le sentiment quasi unanime au sein de la classe politique, des leaders d'opinion et du bavardage est que S-217 est nécessaire, maintenant, en raison de l'agression russe. Cela me laisse à penser qu'il y aura, à tout le moins, une pression publique pour vendre rapidement les actifs des oligarques russes qui sont actuellement gelés dans le cadre de notre régime de sanctions. Peu importe que ces actifs soient déjà rendus inutiles pour leurs propriétaires et que l'intention déclarée de ces sanctions soit d'inciter les oligarques russes
à persuader Poutine d'arrêter la guerre. Il y a un problème plus profond qui touche à la question de savoir comment nous, les sénateurs, devons penser à la législation et comment nous élaborons des projets de loi qui peuvent résister à l'épreuve du temps. À mon avis, nous ne devrions pas accorder au gouvernement des pouvoirs qui n'ont pas leur place dans un texte de loi, même si ces pouvoirs sont permissifs et non obligatoires. Il est possible que le gouvernement en conseil utilise la permissivité que nous lui accordons par le biais de S-217 de façon judicieuse et bénéfique. Il est également possible que le gouverneur en conseil l'utilise mal, influencé par l'émotion du public plutôt que par des objectifs plus larges et à plus long terme. La bonne question est de savoir si une mesure telle que le pouvoir de réaffecter des actifs est compatible avec les objectifs de projet de loi auxquels ce pouvoir s'applique. Une approche permissive signifie simplement que les choses pourraient aller bien ou mal. C'est pourquoi je pense que si le projet de loi S-217 est cohérent avec la loi Magnitsky, l'adéquation avec la LMES et la FACFOA est trop difficile pour permettre une permissivité. Certains d'entre vous penseront à la réaffectation des biens sanctionnés d'une manière différente, à savoir la question de savoir comment payer les coûts imposés aux victimes de la corruption et des violations des droits de la personne, ainsi qu'aux personnes déplacées de force, ce qui est un point particulier du projet de loi S-217. Indépendamment des objectifs de dissuasion ou de compulsion d'un régime de sanctions, quelqu'un doit assumer les coûts de la reconstruction des villes qui ont été rasées, de la nourriture, des vêtements et des fournitures médicales pour une population ravagée par la guerre, de la réinstallation des personnes déplacées dans de nouvelles communautés et de l'indemnisation des survivants de la guerre. Pourquoi ne pas saisir les biens des auteurs de ces crimes pour payer ces coûts très réels et très importants? Récemment, aux États-Unis, le président Biden a émis un décret visant à saisir les réserves étrangères de l'Afghanistan qui sont détenues en Amérique. La moitié du montant sera distribuée à titre de compensation pour les victimes américaines du 11 septembre et l'autre moitié sera consacrée aux efforts humanitaires en Afghanistan dirigés par les États-Unis. Aucune somme ne sera rendue au gouvernement taliban avec lequel les États-Unis ont négocié un retrait d'Afghanistan. Cette action constitue une forme de justice, de restitution et de rétribution et correspond à l'état d'esprit de l'opinion publique américaine après 20 ans d'une guerre ratée en Afghanistan et les effets persistants des attaques terroristes du 11 septembre. Cependant, il s'agit au mieux d'une justice sommaire qui ne fera qu'accroître la misère du peuple afghan, dont l'économie s'est effectivement effondrée en raison des sanctions en cours. Il est important de préciser que l'article S-217, que le projet de loi S-217 ne permettrait pas au Canada de faire quelque chose de semblable avec les actifs de la Banque centrale russe détenus dans notre pays. La raison n'est pas que la Banque centrale russe n'est pas sanctionnée par la LMES, elle l'est, mais plutôt que le projet de loi S-217 ne permet que la réaffectation d'actifs appartenant à des individus et non des entités. L'exclusion des entités est curieuse car elle signifie que la norme S-217 ne s'appliquera pas à la majorité des actifs sanctionnés au titre de la LMES. Je suis heureux de laisser les choses en l'état, mais je suis certain qu'il ne faudra pas longtemps avant que des pressions soient exercées pour que les entités soient également visées par la loi S-217 en raison de l'immense désir de punir toute la Russie et non seulement ses dirigeants et ses oligarques. Je vous le dis maintenant. Les partisans du projet de loi rétorqueront que le processus de la primauté du droit prévu par la loi S-217 protège contre les actes gratuits de réaffectation de biens parce que le tribunal a un rôle à jouer dans l'approbation de tout décret émis par le gouverneur en conseil. Cependant, je pense qu'un tribunal aurait beaucoup de mal à s'opposer à un ordre du gouvernement de saisir des biens pour des motifs liés à la paix et à la sécurité internationale et qui seront certainement formulés dans toutes sortes d'informations privilégiées et classifiées. Dans de telles situations, je crains que le tribunal ne soit qu'une simple chambre d'enregistrement déguisée en primauté du droit. Si nous croyons réellement à l'importance du droit international, le forum approprié pour les demandes d'indemnisation découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une commission des crimes de guerre et des réparations, un peu comme au lendemain des 2 guerres mondiales, et bien sûr en tirant des leçons de ces expériences. La Russie doit payer pour le carnage perpétré en Ukraine, mais cela doit être fait d'une manière qui fasse une différence importante pour la reconstruction et la réinstallation tout en permettant une paix durable.
Est-ce que cela veut dire que nous ne devons rien faire? Non. Si vous êtes d'accord sur le fait qu'un bien saisi est rendu inutile à son propriétaire, même s'il n'est pas réaffecté, alors nous devrions nous concentrer sur la saisie d'autres biens plutôt que sur la manière de réaffecter ces biens. Ainsi, nous continuerions à accroître la pression sur l'agresseur sans renoncer à l'objectif de sanction et sans compromettre l'effet dissuasif. C'est en fait ce qui se passe alors que la guerre s'éternise sans S-217. La question la plus importante est bien sûr de savoir si les sanctions fonctionnent. Les études sur la question suggèrent que le taux de réussite est peut-être de l'ordre de 20 et que les réussites sont généralement le fait de sanctions très ciblées et de portée modeste. Excusez-moi, votre temps est écoulé. Inaudible pour l'interprète. Le sénateur Wu demande 1 minute pour terminer son discours. Accordé? Entendu. Merci, chers collègues. Les sanctions de grande envergure et celles dont les objectifs sont très ambitieux, tels que la modification de l'orientation politique fondamentale d'un pays ou le changement de régime, sont rarement couronnés de succès. Ce qui est très clair, en revanche, c'est que les sanctions de grande envergure ont des effets dévastateurs sur les citoyens ordinaires et entraînent une paupérisation à long terme de la population. Elles peuvent également produire des effets boomerang lorsque le ressentiment à l'égard des sanctions, combiné à la répression intérieure, crée une animosité populaire à l'encontre des États sanctionnaires. Si les sanctions ne fonctionnent pas vraiment, faut-il s'en préoccuper? En réalité, il est peu probable que les gouvernements renoncent à les utiliser, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin de s'adresser à un public national. Mais si les sanctions ne fonctionnent pas et que nous continuons à les utiliser, elles ne feront plus partie d'une boîte à outils diplomatique, mais se seront plutôt transformées en forme de guerre économique. Et si nous sommes dans un monde où les sanctions sont utilisées sans retenue comme une guerre économique, ce projet de loi, malgré toutes ses bonnes intentions, deviendra une arme mortelle dans cet arsenal.